Parfait. 5, 4. Chers auditeurs, bonjour, bienvenue à ce nouvel épisode du Balado L'État du monde, donc le premier de 2026 qui s'annonce pour être sur le plan des affaires internationales une grosse année en tout cas, parce que l'année a vraiment commencé sur des chapeaux de roue. Oui, Toujours en ma compagnie, Jocelyn Coulon, qui est maintenant en Europe, à Pau, dans le sud de la France. sud de la France, à profiter des terrasses puis du soleil, quand il fait Voilà, suffisamment chaud. je regardais la température à Montréal. On annonce -15, -20 pour la prochaine semaine. Alors, je suis bien heureux d'être là où je suis. Ouais, ben j'étais à Paris il y a quelques jours, Oui, puis il faisait à peu près ça, là, un 10 degrés. C'était plutôt agréable. Les terrasses n'étaient pas encore ouvertes, mais OK. pour la mi-janvier, c'était ma foi pas mal. Oui. Euh, donc, écoutez, ben, j'espère que vous avez apprécié ce qu'on a fait précédemment. Donc, avant qu'on se quitte, on a fait le bilan de l'année 2025 avec Stéphane Bureau. Puis, Hmm. j'ai aussi proposé dans le temps des fêtes là, trois petits topos, des petits documentaires. Le premier sur les drones. Tu sais, ça allait révolutionner les guerres de demain. J'en ai aussi fait un en deux parties sur le contrat social russe. J'espère que vous avez été plusieurs aussi à apprécier l'entrevue que j'ai fait avec Stéphane Bergeron, l'ancien député bloquiste, ancien ministre aussi à Québec, la semaine dernière. Mais là, ben, c'est le temps de recommencer les épisodes habituels. Donc, cette semaine, on a trois sujets. Des sujets qui sont évidemment inévitables, hein. On va revenir sur ce qui s'est passé. Quand je disais que l'année 2026 a débuté sur les chapeaux de roue, je faisais évidemment référence à ce qui s'est passé le 3 janvier dernier, lorsque Nicolas Maduro, le président du Venezuela, a été arrêté, slash kidnappé en pleine nuit par un commando américain. On peut s'interroger ce que ça représente sur le plan du droit international, du monde dans lequel les relations internationales ont vécu de 1945 jusqu'à aujourd'hui. En deuxième partie, il faut évidemment aussi parler des menaces, des pressions de Donald Trump sur le Danemark pour l'acquisition du Groenland. Et puis, en dernière partie, on va aussi parler du voyage de Mark Carney en Chine. Grosse annonce, abolition des tarifs, abolition presque complète là, sur des tarifs sur des Hmm. voitures chinoises qui vont passer au cours des prochaines semaines de tarifs de 100% aux alentours de 6%. Donc, ça a fait aussi couler beaucoup d'encre. Est-ce que ça s'inscrit dans une logique, une doctrine Carney des relations internationales? Quelles vont être les conséquences aussi sur l'économie canadienne de cette annonce-là? Puis les conséquences aussi dans nos relations avec les États-Unis. Donc voilà, ce sont les trois sujets qui sont au menu aujourd'hui. Écoutez, sur ça, je vais commencer avec la question du Venezuela parce que moi, j'ai accordé des entrevues, j'ai dit certaines choses qui, je sais, ont déplu à beaucoup d'entre vous. Permettrait de me faire d'abord un petit résumé, une petite synthèse, puis qui me permettront peut-être par la suite de développer davantage là, ce que j'ai souhaité exprimer au cours de dernières semaines. Donc, vous savez comme moi, le 3 janvier dernier, le commando américain, on ne sait pas trop combien d'hommes ont pris d'assaut le palais présidentiel du Venezuela en pleine nuit pour capturer Nicolas Maduro, qui, de mémoire, depuis 2020, je crois, 2020-2021, faisait face à un mandat d'arrestation d'un tribunal américain pour narcotrafic. Et puis, on sait aussi au cours des semaines, des mois qui avaient précédé, l'armée américaine avait fait beaucoup de frappes sur des petits bateaux rapides qui quittaient le Venezuela et qui se dirigeaient dans la mer des Caraïbes en direction des États-Unis. Donc, l'argument était que c'était pour frapper les trafiquants de drogue. Mais bon, donc Nicolas Maduro a été arrêté maintenant aux États-Unis. Il va faire probablement au cours des prochaines semaines, des prochains mois, faire face à son procès pour narcotrafic. Donc, une situation qui ressemble un petit peu à celle du dictateur au Panama, Manuel Noriega Oui. en 1989, qui a aussi été arrêté par l'armée américaine, extradé aux États-Unis, condamné, et il a vécu le reste de ses jours dans une prison américaine. Voilà. En tout cas, bref, voilà pour le résumé de la situation. Maintenant, l'analyse.
Bon, je pense que personne n'est dupe. De toute façon, Donald Trump l'a dit très clairement. Il a agi pour que les États-Unis soient en mesure de prendre possession de la production du pétrole au Ouais. Venezuela, qui sur papier aurait les plus grandes réserves mondiales. On parle de 300 milliards de barils. Alors, c'est pas quand même du pétrole, entre guillemets, propre, dans le sens où c'est pas Ouais. du pétrole qu'on peut facilement extraire puis raffiner. C'est un peu du pétrole qui ressemble à ceux qu'on a en Alberta, dans les sables bitumineux. Donc, c'est plutôt complexe, là, être en mesure de faire l'extraction. Donc, c'est la raison pour laquelle, clairement, il a fait ça. Donc, les gens qui disent que c'est pour lutter contre le narcotrafic, moi, personnellement, je ne crois absolument pas parce que Mhm. si c'était le cas, comment pourrait-on expliquer qu'une couple de semaines de ça, il a accordé son pardon présidentiel à l'ancien président du Honduras, qui avait Mhm. lui-même été condamné pour narcotrafic. Donc, à un moment Voilà. donné, il faut être conséquent avec soi-même. Si on est vraiment en lutte contre les trafiquants de drogue, on ne va pas donner des pardons présidentiels à des grands narcotrafiquants, comme ça a été le cas pour cet ancien président-là. Donc, je trouve ça ne fait absolument aucun sens. Ensuite, l'idée d'aller renverser une dictature. Nicolas Maduro, c'est un régime dictatorial, puis il n'y a pas photo là-dessus. Je ne suis pas en train de défendre son régime politique. Je pense que Nicolas Maduro, c'est un salaud qui aurait jamais dû, comme tous les autres salauds, comme tous les grands dictateurs qui persécutent leur peuple, aurait jamais dû être au pouvoir. Mais de là à dire que c'est pour aller y installer la démocratie, j'y crois pas non plus. Parce que non seulement la récipiendaire du prix Nobel de la paix 2025, Mme Machado, dont on aurait pu penser qu'elle aurait pu prendre la tête d'une administration présidentielle de transition, ben, ça n'a pas été le cas du tout parce que Donald Trump, il a littéralement tiré dans le dos en pleine conférence de presse en disant Ouais. qu'elle n'avait pas d'appui populaire puis qu'elle n'avait pas la notoriété, la crédibilité nécessaire pour prendre les rênes du pouvoir. Donc, c'est un gros problème. Puis l'autre problème, on sait aussi que c'est en 2024, de mémoire, les dernières élections présidentielles, que Maduro, sont tous les organisateurs, les observateurs internationaux, pardon, Maduro aurait perdu. Donc, si c'est effectivement le cas, c'est pour rétablir la démocratie. Il aurait été normal que Donald Trump dise que ben, celui qui s'est fait voler les dernières élections présidentielles allait occuper la présidence de manière transitoire. M. González n'a jamais fait mention de son nom. Euh, Mhm. donc, c'est vraiment là une politique là, réaliste à l'état pur, une forme d'impérialisme qui s'inscrit dans le document de la sécurité nationale qui avait été présenté il y a quelques semaines par l'administration Trump, où on disait très clairement que l'idée, c'était de renforcer la forteresse Amérique, faire en sorte que toutes les puissances ennemies ou les grands adversaires géopolitiques des États-Unis ne puissent pas prendre pied sur le territoire américain, pas seulement nord-américain, mais américain en entier. Donc, c'est la continuation de la doctrine Monroe. Puis on sait très bien que les Chinois, les Iraniens aussi, les Russes avaient un pied-à-terre aussi au Venezuela. Donc, ça s'explique dans cette dynamique-là. Les menaces aussi qui avaient été faites sur le Panama au début du retour au pouvoir de Trump à la Maison-Blanche, ça s'inscrivait aussi dans cette dynamique-là parce qu'il y avait beaucoup d'intérêts chinois autour du canal de Panama. Puis on en discutera dans quelques minutes. La question du Groenland, ça s'inscrit aussi dans cette perspective-là, d'être en mesure de mettre la main sur des ressources stratégiques pour l'économie américaine, mais aussi empêcher justement ces puissances ennemies-là de pouvoir avoir pied à terre sur une partie du territoire américain ou en tout cas d'être en mesure de transiter par des voies navales à Mhm. proximité du territoire américain. Donc, voilà, puis moi, ce que j'avais un petit peu déploré dans les entrevues que j'avais accordées, c'est que je disais, ben, c'est la concrétisation de la fin du droit international qui a été mis en place en 1945. Puis je donnais deux exemples. Donc, le premier moment d'effritement du droit international, c'est les États-Unis qui en sont responsables. Pour moi, c'est 1999-2003, l'intervention de l'OTAN au Kosovo, puis l'invasion américaine Voilà. de l'Irak. Donc, deux opérations militaires qui allaient à l'encontre du droit international, parce que le droit international, c'est la Charte de l'ONU, dit clairement, le recours légitime à la force ne peut être validé que par l'Organisation des Nations Unies.
Donc, Mhm. au Kosovo, ben, en 1999, les États-Unis ont réalisé qu'il n'y aurait pas l'appui de la Russie ou de la Chine. Donc, ils ont tout simplement décidé de, de- de sous-contracter l'opération à l'OTAN pour attaquer la Serbie, qui est un pays allié de la Russie. Puis on sait que ça a laissé des traces, les discours de Boris Eltsine. Par la suite, il y avait une discussion au téléphone entre Boris Eltsine, le président russe, et Bill Clinton, le président américain, où Helsinki lui a littéralement raccroché la ligne au nez parce que, ce qu'il a réalisé à ce moment-là, c'est aujourd'hui, vous attaquez Belgrade en violation complète du droit international, mais demain, ce sera quelle capitale qui sera attaquée? Voilà. Ça peut être Moscou, ça peut être Pékin. Donc, il n'y a plus aucune garantie maintenant contre l'hégémonie américaine. Puis, donc, ça a été le début de la fin de l'illusion qu'on pouvait se fier sur le droit international. Puis, évidemment, 2003, lorsque les Américains ont court-circuité encore une fois le Conseil de sécurité de l'ONU pour attaquer l'Irak. Mais, je dirais quelque chose, malgré tout, même s'ils ont opéré en négation du droit international, d'une certaine façon, il restait une forme de continuité avec le droit international. Donc, c'est quelque chose d'un peu paradoxal. On brise le droit international, mais pas complètement. On essaie de maintenir une illusion qui est encore en place. Donc, les Américains, en 99 et en 2003, ont malgré tout essayé de créer une coalition derrière eux. Donc, ils ont littéralement pas agi seuls, unilatéralement, mais Ouais. seuls. Ils ont quand même pris la peine de bâtir une coalition. Puis même George Et Bush, j'ajouterai, oui, et j'ajouterai que dans les deux cas, en fait, les Américains et leur coalition, parce que les Canadiens étaient là en oui, 99, 99, oui, faut pas l'oublier, ils sont retournés devant le Conseil de sécurité pour avaliser leur, entre guillemets, agression contre la Serbie ou contre l'Irak. Et donc, il y a eu, comment dirais-je, rétroactivement, euh, une légalisation de ces deux oui. interventions. C'est ça, donc cette volonté de maintenir une coalition, mais aussi de s'abriter ou d'enrober les opérations Voilà. autour d'éléments du droit international, justement. Donc le Kosovo, ça a été la responsabilité de protéger, qui a été Ouais. normalisée en 2005 par les Nations Unies. Donc il y avait quand même cette idée-là qu'on n'agit pas parce qu'on a des intérêts uniquement nationaux, le pétrole ou quoi que ce soit d'autre. C'est responsabilité morale d'agir pour protéger la vie Mm. de civils potentiellement menacé par le régime de Slobodan Milosevic. En 2003, ça a été la même chose. L'idée de la guerre préemptive, parce que l'Irak apparemment était une menace imminente Imminente. contre les États-Unis. Donc, il y avait quand même ces éléments-là du droit international qui demeuraient présents. Donc, ça a été des moments de rupture, mais à la fois aussi de continuité. Ce qui s'est passé, par contre, en 3 janvier 2026, ça a vraiment été les États-Unis qui ont agi complètement seuls. Oui. Ça n'a rien à Euh, voir. il n'y a même pas eu de consultation avec le Congrès américain, là. Je veux Mm. dire, en termes d'agir de façon unilatérale, je pense qu'on ne peut pas trouver un meilleur exemple que ça. Tu sais, puis ici, on sait quelles ont été les conséquences des opérations au Kosovo et en Irak en 99 et en 2003 sur la suite des choses. Parce que ce qu'on vit en ce moment, l'érosion du multilatéralisme, du droit international, l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février 2022, c'est pas arrivé comme ça du jour au lendemain. Ce sont Mm. les conséquences de ce que les Américains ont fait en 99 et en 2003. Puis on vit maintenant les conséquences de ces décisions-là qui ont été prises il y a 25 ans de ça. Donc imaginez simplement maintenant les messages qui ont été enregistrés à Moscou et à Pékin. Ben là, non seulement le multilatéralisme s'est terminé, mais vous n'avez même plus besoin d'essayer de justifier d'une façon quelconque Voilà. la légitimité de votre opération. Tu sais, même Vladimir Poutine, lorsqu'il a envahi l'Ukraine en 2022, il a quand même essayé d'enrober son opération autour d'éléments du droit international. Donc, la Mhm. responsabilité de protéger, parce que selon lui, la minorité russophone dans l'est du pays était C'est menacé. menacée, Ouais. génocide, crime contre l'humanité, etc. Et aussi l'idée de l'attaque préemptive, parce que selon lui, c'était une question de semaines avant que l'Ukraine repasse à l'offensive dans le Donbass pour reprendre des territoires perdus en Mm. 2014. Donc, même, évidemment, on peut douter des raisons qui ont été invoquées par le Kremlin, mais malgré tout, l'action n'a pas été présentée comme simplement
C'est dans notre intérêt national, puis on veut refaire une espèce d'empire soviétique, puis on se fout de la légitimité de nos actions. C'est la seule chose qui compte à nos yeux. Non, ils ont essayé d'enrober leur opération autour d'éléments pour la rendre légitime, en tout cas aux yeux de la population russe, peut-être aussi aux yeux d'une partie de la communauté internationale. Ce qui s'est passé il y a 2 semaines de ça, il n'y a même pas eu cette volonté-là d'essayer de donner l'impression qu'on agissait pour le bien de la population vénézuélienne, pour y installer la démocratie. Clairement, ça a été dit, c'est pour le pétrole. Puis dernière chose avant que je t'invite à commenter, ce qu'on a vu depuis, c'est littéralement pour moi la mise en place d'une forme de protectorat. Mm. Et puis, Ouais. je veux dire, la volonté d'y établir la démocratie, clairement, c'est vraiment pas une priorité parce que les gens qui entouraient Maduro sont maintenant les salauds qui sont au pouvoir, mais aux yeux de Washington, maintenant, ce sont des bons salauds parce que maintenant, tous les produits que le Venezuela va acheter, ils vont les acheter des États-Unis. Et puis, ça fait en sorte aussi que les Américains contrôlent 100% de la production, de l'extraction, la transformation du pétrole vénézuélien. Je veux dire, on peut aussi se poser la question, Maduro, sa dictature sadique pour la population vénézuélienne, encore une fois, il n'y a pas photo là-dessus, mais on peut légitimement se poser la question, sous une forme de protectorat, une forme de colonialisme comme ça, est-ce que la population vénézuélienne va être en mesure de tirer les bénéfices de cette nouvelle relation-là avec les États-Unis? Tu sais, la nature même du protectorat, du colonialisme, c'est la puissance coloniale euh, extrait les ressources naturelles du pays colonisé à son simple bénéfice personnel, pas dans l'intérêt de la population qui était, qui est sous protectorat ou qui est colonisée. Donc, l'avenir va nous dire ce qui va en être, mais je ne suis pas en train de dire que ce qui va se passer pour la population vénézuélienne va être aussi dramatique que ça l'aura été sous le règne de Maduro. Mais en termes Mm. de la capacité pour ces gens-là de pouvoir retrouver une dignité, augmenter leur bien-être matériel, vivre en sécurité, pas garanti là, que ça va se produire parce Non. qu'encore une fois, c'est absolument pas l'intention des États-Unis, de Donald Trump, d'agir de la sorte, là. Et puis, on Mhm. sait très bien, ça rappelle un peu ce qui a été fait dans les coups d'État en Amérique latine dans les années 50, 60, 70, subventionnés, organisés en sous-main par les États-Unis. Ça a été des régimes qui ont été dictatoriaux, qui ont, qui ont pas bénéficié à la Mhm. population locale. Puis dans certains cas, comme Cuba, par exemple, le régime était tellement corrompu que ça a entraîné une réaction marxiste, communiste. Donc, tu sais, est-ce que c'est le retour de l'histoire, puis c'est du copier-coller sur ce qui s'est déjà fait dans le passé? Encore une fois, l'avenir va nous le dire, mais Ouais. je pense qu'en matière de relations internationales, encore une fois, c'est vraiment un élément de rupture. Tu sais, si déjà 1999-2003 était le début d'une très grande rupture, je pense que c'est passé il y a 2 semaines, c'est la concrétisation de cette rupture-là Mm. et la fin complète là, du monde qui a été mis en Mhm. place en 1945 et le droit international. Ce qui est intéressant avec l'histoire vénézuélienne, c'est la rapidité avec laquelle le gouvernement américain a finalement lâché prise à partir du moment où il capturait Maduro, qui était comme le prix euh, dont ils avaient besoin pour justifier leur intervention. Je pense que ça n'a pas pris 48 heures avant que Trump décide d'écarter Madame Machado, prix Nobel de la paix et euh, opposante historique au Venezuela, qui aurait dû, soit elle, soit le président élu González Urrutia, qui avait obtenu une majorité en 2024. Ces gens-là ont été écartés très rapidement et là encore, assez étonnamment, les coups de fil se sont donnés entre Caracas et Washington pour apaiser la situation et on parle même d'une visite prochaine de la présidente par intérim à Washington pour pouvoir se rabibocher avec le régime américain. Euh, donc, rapidement,
ce que lance comme message le président Trump, c'est que on va s'entendre avec les gens qui veulent s'entendre avec nous Mhm. et surtout qui veulent faire ce qu'on leur demande de faire. Ouais, Et c'est une si, phrase qu'il répète ouais, souvent, hein? si vous êtes prêt à collaborer, Voilà. vous êtes prêt là, à nous donner la poignée de main de montoir, Ouais. ben, il n'y a pas de problème. Peu Ouais. importe qui vous êtes, puis, tu sais, on voit Donald Trump tisse des liens avec des salauds, là. Oui, oui, tout à Mohamed fait. Ben Salman, L'Arabie pas Saoudite, un type très sympathique, hein, mais ouais, ben, il est prêt à jouer la game de l'administration Trump. voilà. Donc, c'est un allié stratégique pour les États-Unis. Puis Ouais. celle qui est Donc, maintenant présidente par intérim, en tout cas, présidente du Venezuela, c'était elle c'était était la c'était la vice-présidente vice-présidente de présidente de Maduro et Maduro. qui a toujours Et tenu des propos très fermes très dur. à l'égard des États-Unis. Et d'ailleurs, elle continue à le faire dans les discours publics, mais privément, la relation va très bien. D'ailleurs, Trump l'a dit, on s'entend très bien. Donc, pour revenir toutefois à ce que tu disais, euh, est-ce que les Américains ont évalué que ça serait trop coûteux d'envahir le Venezuela et d'en prendre le contrôle, comment dirais-je, effectif terrestre? Ouais, Parce qu'après tout, avec des. l'armée vénézuélienne, c'est quand même quelque chose, même s'ils ne sont pas armés comme les Américains, mais si vous vous engagez dans une guérilla urbaine à Caracas, ça risque de ressembler à Bagdad 2003, 2004, 2005. Oui, oui. Donc, les Américains y ont certainement réfléchi et ça a dû faire partie, consciemment ou inconsciemment, de la conversation avec la vice-présidente de Maduro pour dire, bon, ben, on s'entend, on se partage le butin. Vous aurez un œil sur le pétrole vénézuélien en autant que vous nous maintenez au pouvoir et que vous écartiez l'opposition. D'ailleurs, depuis quelques jours, l'opposition, on ne l'entend plus parler. Non, c'est ça. Donc, je pense que cette affaire va évoluer, bien sûr, mais ne va pas nécessairement évoluer dans le bon sens pour les Vénézuéliens eux-mêmes. On verra la suite des choses. Ouais, voilà. Si je peux dire aussi quelque chose sur le droit international, des gens ont dit, ouais, ça sert à rien, ça n'a jamais été respecté de toute façon, ça a toujours été une façon pour masquer les grandes puissances. Quand ça faisait leur Mhm. affaire de s'y prêter, elles s'y prêtaient. Quand ça faisait pas leur affaire, ils s'en foutaient. Ce qui est effectivement vrai. Par Oui, contre, moi, je dirais, ben, j'aime mieux un système imparfait qui a quand même des règles en place qui oui. peuvent être respectées et qui forcent les puissances à discuter les unes avec les autres, à se consulter, à faire preuve de compromis. Et des fois, effectivement, ça peut fonctionner. Qu'un système où c'est l'anarchie pure, où il n'y a simplement plus aucune règle en place. En fait, les seules règles, Mais ben, c'est ce que Donald Trump a dit. Moi, les règles du droit international n'ont aucune influence sur moi. Les seules limites à mon action sont ma non. moralité. Oui, mais c'est Alors, ta le moralité meilleur, subjective, celle de Poutine, de Xi Jinping. le, C'est me- pas un le- système cohérent sur lequel la communauté internationale peut s'appuyer pour avoir des certitudes et savoir ce qui est permis, ce qui est interdit. je pense que le meilleur exemple pour appuyer ce que tu viens de dire, c'est la première guerre du Golfe de 90-91, qui s'est déroulée selon les Ah règles oui. établies depuis 1945. Un pays en envahit un autre. Dans le cas présent, l'Irak envahit le Koweït, annexe le Koweït. Donc, à l'évidence, toutes les règles sont violées. Une coalition multinationale agréée par le Conseil de sécurité se déploie en Arabie Saoudite et boot à Li- l'extérieur Libère du le Koweït. Koweït, libère le Koweït. Et voilà. Donc là, toutes les règles ont été. C'est comme si c'était la guerre parfaite Oui, ça a été qui la guerre s'était parfaite. Ah oui. réalisée en Et, 90-91. et puis avant d'attaquer l'Irak pour libérer le Koweït, il y a eu des tentatives de Ah ben négociation oui, avec Saddam Hussein oui. via le Conseil de sécurité. Il y a eu des résolutions, donc Des rencontres des directes rencontres. Donc, entre les Américains et Irakiens. ultimement, le recours à la force militaire a été le dernier recours lorsque toutes Voilà. les autres options avaient échoué. C'est vraiment, effectivement, une guerre C'est parfaite. l'exemple parfait. C'est ça. Ouais. Mais au-delà de
ces exemples-là, je dirais que au Québec, puis les gens au Québec vont certainement être en mesure de bien comprendre la pertinence du droit international. Si on n'avait pas eu le droit international établi en 1945, on n'aurait jamais été en mesure de s'entendre sur les balises, les critères pour justifier la sécession de différentes sociétés. À partir des Mhm. années 60, la décolonisation, les vagues de décolonisation, la communauté internationale, par le droit international, on s'est posé la question, est-ce que la décolonisation est permise? Si oui, en fonction de quelles balises, quels critères? Ce qui a évolué par la suite autour du principe du droit à la sécession. Donc, vous avez le Mhm. principe du droit inhérent des peuples à disposer d'eux-mêmes, mais en revanche, vous avez aussi le principe que les frontières sont intangibles. Donc, la communauté internationale, avec le droit international, on a mis en place des critères, des règles qui font en sorte maintenant de reconnaître la légitimité de certaines sociétés qui font sécession et la non-légitimité de d'autres sociétés qui désirent faire sécession. Mais Donc, il y a des règles quand même. et c'est le... En Yougoslavie, par exemple, l'Union européenne a dit aux Croates, aux Slovènes, aux Bosniaques, il faut organiser un référendum, il faut avoir 55% de oui, avec un certain nombre de pourcentages de participation. Si vous atteignez ça, on va vous accorder la reconnaissance diplomatique. C'est ça. Et puis, le premier, puis en tout cas, il y a eu probablement eu d'autres sociétés auparavant les exemples vont m'échapper, mais le problème, lorsqu'on brise le droit international, on se ramasse avec des cas comme le Kosovo, qui est un pays qui n'est pas reconnu par une partie de la communauté internationale. La moitié des pays membres de l'ONU ne reconnaissent pas le Kosovo, Voilà. qui n'est pas membre des Nations unies, puisque ça doit passer par le Conseil de sécurité et que les Russes et les Chinois bloquent l'accession du Kosovo Voilà. comme membre de l'ONU. Donc, moment de Voilà, je pense que rupture, 99-2003, moment de ouais, rupture, mais vraiment, on vient de concrétiser la fin de ce monde-là. Puis le monde dans lequel on est en train d'entrer, on aura l'occasion d'en reparler au cours des prochaines ouais. semaines. Mais c'est un monde de domination impériale où Ben, c'est la loi du plus fort, hein? justement, notre prochain sujet, c'est là-dessus, c'est le Ouais, Groenland. vas-y, ben, je te laisse. Alors, le Groenland, je pense que tout le monde a suivi cette affaire, très simple pourtant. Vous avez un territoire membre constitutif du Royaume du Danemark qui est aujourd'hui l'objet de la convoitise américaine. Et les Américains empilent les raisons pour lesquelles ils devraient annexer et conquérir le Groenland, que ce soit des raisons historiques. Le Groenland est en Amérique du Nord et donc ça nous appartient de droit. Ce qui, si vous poussez la logique assez loin, le Canada est le prochain territoire qui devrait être annexé, Oui, parce que si je comprends bien. l'argument qui a été avancé, c'est pas parce que les Danois sont arrivés un bateau danois est arrivé là il y a Ben oui, 500 ans que ça leur appartient. ouais. Euh, Il est arrivé avant que les Pilgrims oui, Fathers arrivent au Massachusetts ou je ne sais trop quel État. Donc, les Américains font valoir que ce territoire, historiquement, serait sans doute un territoire américain, mais plus sérieusement, ce qu'ils disent, c'est que le Groenland est une partie importante de l'enjeu stratégique de l'Arctique et de l'Atlantique Nord, d'une certaine façon, et qu'il ne peut pas être en ce moment défendu par ce qu'ils appellent des traîneaux de chiens, en faisant référence aux Danois, et donc une puissance sérieuse comme les États-Unis doivent les défendre le Groenland contre les convoitises russes et chinoises, même si les Danois ont documenté le passage ou non des Chinois et des Russes dans cette région-là. J'ai lu quelque part qu'il y avait peut-être un navire chinois qui était passé dans ce coin-là il y a 10 ans.
Alors, c'est pas une menace énorme, c'est pas une menace imminente, et donc on peut douter de l'honnêteté des renseignements américains là-dessus. Cela dit, troisièmement, il y a la raison des minerais rares que regorgerait le Groenland, tout en ayant à l'esprit que c'est pas facile d'exploiter les minerais dans des territoires qui sont Gelé en littéralement quasi-permanence. congelés en permanence. Les Russes doivent le savoir, eux qui ont toute une bordure autour de l'Arctique. Ça ne doit pas être facile de maintenir, d'exploiter les richesses dans ce coin-là. Donc, on est dans un affrontement diplomatique. Est-ce qu'il va tourner à l'affrontement militaire? On ne le sait pas encore, mais en tout cas, une cinquantaine de soldats européens sont déjà sur place. Il y en aura d'autres qui vont se déployer au Groenland dans les prochaines semaines pour marquer l'événement en disant, attention, le Groenland est non seulement de la responsabilité du Danemark, mais est aussi un territoire membre de l'Union européenne. Est-ce que les Américains vont réagir à ça? Euh, on n'a pas entendu, en tout cas, peut-être que toi, tu as lu quelque chose là-dessus, mais les Américains n'ont pas encore réagi formellement au déploiement de troupes européennes sur le territoire du Groenland. Mais j'imagine qu'on doit rigoler un peu à la Maison-Blanche. Les conseillers, Vance, Rubio, Stephen Miller, tous ceux qui ont fabriqué cette histoire de toutes pièces, doivent se dire, les Européens, comme d'habitude, c'est jamais sérieux. S'ils veulent se déployer à Nuuk et passer un week-end à l'hôtel central de la capitale, tant mieux pour eux. Nous, déjà, on est présent sur le territoire, puisque les Américains ont une base Ouais. sur le territoire groenlandais. Ils ont un accord de défense avec le Danemark au sujet du Groenland. Alors évidemment, face à la puissance américaine qui vient de faire pratiquement un coup d'État au Venezuela, j'imagine que ce ne serait pas compliqué pour eux de prendre le contrôle du Groenland. Ont-ils même besoin de déployer des troupes, sinon de dire on annonce l'annexion du Groenland? Alors évidemment, ça créerait une crise diplomatique énorme, soit au Conseil de sécurité des Nations unies, mais plus sérieusement au sein de l'OTAN. Mm. Parce que là, vous avez un Et- pays membre de l'OTAN qui en attaque un autre ouais. Et là, et qui s'empare de son territoire. c'est dans la charte de l'OTAN, l'article 5, si un pays membre de l'OTAN est attaqué par un autre pays, les pays membres de l'OTAN ont la responsabilité de protéger le pays attaqué. Mais le Mais problème, c'est que c'est un... j'ai écrit un papier dans la presse cette semaine là-dessus pour dire qu'en fait, l'article 5, c'est une vaste fumisterie. Parce que si tu lis très bien l'article 5, tu te rends compte que chaque pays détermine son action. Et chaque pays peut envoyer un télégramme au gouvernement danois en disant On vous soutient. on, on vous soutient, on déplore l'action américaine, bon courage. Parce que c'est Ben, ça oui, la oui, réalité. c'est ça. Ben, Alors, c'est sûr, c'est plus facile de réagir militairement quand c'est un pays comme l'Irak qui envahit son ben oui, voisin, mais voilà, quand c'est un empire qui décide de passer à l'offensive, alors que à peu près tous vos armements que vous avez que vous pourriez utiliser pour contrer cette attaque-là sortent du matériel américain avec du logiciel américain, des clés américaines, voilà. vous êtes Mais moi, ce qui m'inquiète, c'est que après avoir annexé le Groenland, qui est une voie de passage dans cette vaste région qu'est l'océan Arctique, ben, le prochain sur la liste, c'est nécessairement le Canada, ou en tout cas oui, l'Arctique canadien. oui, c'est ça. Ou le Parce que Mexique. tu sais que les États-Unis n'ont jamais reconnu notre Mhm. souveraineté sur le passage du Ouais, Nord-Ouest. oui. Donc, les Américains vont dire, by the way, les Canadiens, taisez-vous, parce que nous, on n'a jamais reconnu votre souveraineté sur ce passage qui est
pour eux un passage international. Et si ça ne fait pas votre affaire, vous allez risquer de subir le Ouais, Groenland. puis c'est surtout que vous êtes même pas en mesure de défendre ce passage-là. Ah Vous non, avez une alors les coupe. traîneaux à chiens, on en a beaucoup dans ce coin-là, hein? Exactement, les Ouais, Rangers Inuits des ouais. brise-glaces canadiens, mais tu sais, les sous-marins russes, là, ils transitent dans cette région-là là, en toute liberté. Là. Ah oui, on On n'a n'a pas de pas. sous-marins. Ben, on a des sous-marins, mais ils peuvent pas aller Non, ils ne sous peuvent l'eau. pas aller là. Ils peuvent pas aller sous l'eau parce que nos sous-marins prennent l'eau. Donc, Ouais. ça fait pas, c'est pas très sérieux. Mais tu sais, je te Ouais, disais avant qu'on commence à enregistrer, c'est peut-être aussi une façon pour les États-Unis de se retirer de l'OTAN, essentiellement en faisant ouais, imploser l'organisation. Parce que ce qu'il faut en savoir, provoquant la crise. pour que les Américains puissent légitimement quitter l'OTAN, il faut l'approbation du Congrès Ouais, qui serait peut-être pas, l'approbation serait peut-être pas obtenue là, dans le cas, ça venait à arriver. Par contre, si vous détruisez de l'intérieur l'organisation en attaquant vous-même un autre de ses pays membres ouais, pour créer une crise au sein de l'organisation pour qu'elle implose, ben, vous demeurez officiellement membre d'une organisation qui, dans les faits, n'existe plus. Donc, vous ouais. n'avez pas besoin de passer par le Congrès. Puis est-ce que c'est ça la stratégie de Trump, l'idée de la forteresse Mhm. Amérique, en se rendant compte que, ben, écoutez, vous êtes un fardeau, vous les Européens, vous nous coûtez plus d'argent qu'autre chose. Puis clairement, la guerre en Ukraine, elle ne va pas se terminer demain matin non plus. Puis on n'a pas l'intention là, de déployer des troupes américaines dans le Donbass. Oui, Quand la guerre elle se réglera, vous gérez ça par vous-même. mhm. Puis nous, en tant que membre de l'OTAN, on ne veut pas être impliqué là-dedans. Donc, si l'OTAN cesse dans les faits d'exister, c'est peut-être, à quelque part, ça fait peut-être aussi partie de la stratégie américaine, là. Oui, Mais oui. on va voir. Et en même temps, ce serait un message, un puissant message envoyé aux Européens. Organisez-vous. Oui. Vous n'avez plus le Parce choix que maintenant, là. vous avez les budgets, vous avez le nombre de militaires. Il s'agit maintenant de constituer une OTAN européenne avec un Force Commander du type américain qui dirige les troupes de l'OTAN en Europe, etc., etc. Mais évidemment, on sait que les Européens sont divisés parmi les 27. Les Ouais, pays d'Europe de l'Est qui s'accrochent comme des naufragés sur un bout de bois en pensant que les Américains vont venir les défendre. Voyons donc, non. les pays d'Europe de l'Est ont une frontière avec la Russie, pas avec les États-Unis. Donc, à un moment donné, il va falloir prendre langue avec les Russes pour s'entendre sur une nouvelle architecture de sécurité en Europe. Oui, Mais on aura le temps d'en discuter. oui. Oui. Je suis Mais sûr cette année, il va y avoir pas mal de rebondissements c'est sûr. là-dessus. Ben, et Trump a dit qu'il allait agir assez rapidement sur la question du Groenland. Il parlait d'une période de 20 jours. Ben, il a aussi Alors, parlé qu'il allait régler la guerre en Ukraine en 24 heures. oui, là, c'est un peu plus Il compliqué. n'y a pas une bonne, il est pas très bon en termes de ponctualité. Mais en tout cas, il Ouais, a dit qu'il allait agir rapidement. Puis je pense qu'effectivement, il va agir rapidement parce que, il y a les élections de midterm qui vont ouais. arriver déjà en novembre. C'est dans 11 mois. Il y a des chances, comme après à toutes les élections de midterm, que le président perde le parti qui représentait la Maison-Blanche habituellement a tendance à perdre le contrôle des chambres au moment des midterms. Ça pourrait très. Les dernières analyses disent peut-être à la Chambre des représentants, il va perdre, mais au Sénat, il pourrait garder sa OK. majorité. Mais en tout cas, Ça, on mais verra. ce que je dis, c'est que historiquement, habituellement, Oui, tu as raison. le parti au pouvoir, quand je dis ça entre guillemets, a tendance Ouais, à perdre 2 ans plus tard le contrôle, perdre beaucoup de sièges au Sénat et à la Chambre des représentants, donc de perdre le ouais, contrôle de au moins ouais, une de ces deux chambres-là. Donc, c'est aussi le dernier mandat de Trump. c'est Euh, sûr. sur papier, en tout cas, Ouais, on verra pour la suite des on choses, verra pour la suite des mais choses. je pense que c'est son intention aussi, au cours des 3 prochaines années, de vraiment marquer le ton, d'imposer son agenda et de faire imploser là, l'ordre international de sorte que ce soit impossible pour un éventuel successeur démocrate de pouvoir réparer les pots cassés. Donc, de C'est placer possible. son successeur devant le fait accompli et un nouveau monde où il n'y aura pas de retour en arrière possible. Donc, Alors, alors comptons sur le Canada pour rétablir le nouveau monde.
Ben oui, ben on va parler maintenant, oui, c'est ça, parlons du voyage de M. Carney, notre banquier préféré, Oui. à Pékin cette semaine. Donc, il est revenu de là ben, il a dû laisser ses téléphones sur place parce que, comme on l'a appris, les journalistes se sont fait dire d'amener des burners, donc des téléphones Ah, à usage unique, parce OK. que ils savaient très bien que les services secrets chinois Écoutez tout. les écoutaient. Donc, amenez pas vos téléphones personnels à vous. Amenez un OK. paquet de burners, faites un ou deux appels, puis vous vous en débarrassez par la suite. Tu sais, c'est ça, c'est le nouveau partenaire commercial là, du Voilà. Canada. Voilà. Donc, voilà. Donc, il a signé principalement un accord sur les automobiles chinoises Électrique. électriques. Donc, en ce moment, les voitures chinoises font face à des tarifs d'importation au Canada de l'ordre de 100%. Donc, je pense Mhm. en mars, ça va baisser à 6%. En Ah échange oui. de quoi? Oui, en échange de quoi la Chine va aussi baisser des tarifs sur Sur le différents canola, par exemple. canola, donc différents produits canadiens. Donc, ça, c'est la grande deal que Mark Carney vient de signer avec les Chinois. Ça va être quoi les conséquences d'abord économiques? On peut parler des conséquences politiques par la suite. Les conséquences économiques, on s'entend que pour l'industrie automobile au Canada, c'est pas une bonne nouvelle parce que Mhm. les voitures chinoises se vendent à une fraction du prix des voitures nord-américaines. Donc, à OK. partir du moment où les voitures chinoises faisaient face à un tarif de 100%, ces voitures-là n'étaient pas compétitives sur le marché canadien, mais des tarifs à peine 6%. Donc, on peut dire que les tarifs sont quasiment inexistants. Vous Ouais. allez pouvoir vous procurer un char électrique, un BYD ou Geely ou Chery ou nommez-les à 35 000, 40 000 piastres, là. On est Mhm. pas mal loin du 75, 80 000, voire même davantage que peuvent coûter une Tesla. Donc, Ouais. si c'est effectivement ce qui arrive, ben, vous pourriez voir le marché canadien être inondé de bagnoles chinoises. Puis évidemment, les gens, des consommateurs, hein? C'est bien beau le Ben, nationalisme puis d'être opposé à la Chine en ouais. raison de ce qu'ils font aux Ouïghours dans l'ouest du pays. Mais Ouais. si vous avez à payer 80 000 pour une Chevrolet ou payer 35 ou 40 000 pour un BYD chinois, à un moment donné, là, c'est le portefeuille qui parle, hein? Bien Donc, sûr. ça pourrait avoir des conséquences assez importantes sur le marché de l'automobile canadien. Donc, l'industrie automobile en Ontario, c'est la raison pour laquelle le premier ministre ontarien Ford n'est pas super content de l'annonce qui a été signée avec les Chinois. Donc, il faudra voir là, au cours des Ouais. prochains mois, là, à quoi ça va mener tout ça. Et puis, Mark Carney ou Mélanie Joly ont laissé sous-entendre que oui, mais peut-être que les Chinois vont venir ouvrir des usines au Canada pour y Mhm. produire directement leurs bagnoles chez nous. Donc, ça va créer de l'emploi. Il n'y a rien de signé, là. C'est Non. une promesse de peut-être on va envisager un jour d'ouvrir une usine à quelque part en Ontario ou ailleurs, mais c'est pas Mhm. coulé dans le béton, là. Donc, on pourrait très bien voir déverser des milliers de voitures chinoises arriver dans le port de Vancouver au cours des prochains mois. Puis les gens, ben, c'est des consommateurs, hein. Ici, ils sont obligés de remplacer leurs voitures ou obligés d'acheter maintenant des voitures électriques parce que la législation dans différentes Voilà. juridictions, comme Voilà. au Québec, c'est l'obligation d'ici, je pense, 2035, C'est fort toutes les possible. voitures Ouais. vendues, 2030-2035, quelque chose comme ça, toutes les voitures vendues, pas des voitures hybrides, mais 100% Ouais. électriques. Électrique. Ben, je m'excuse, mais il n'y a personne qui peut être aussi compétitif que les Chinois Ouais. dans le marché Là-dessus. de la voiture électrique. Donc, imaginez les milliers d'emplois qui dépendent au Canada de l'industrie automobile, Chevrolet, Ford, toutes les Mhm. compagnies américaines installées chez nous. Ça va faire plutôt mal. Maintenant, Ouais. les conséquences politiques, bon, Donald Trump, on lui a posé la question, puis il a répondu d'une façon un peu débonnaire en disant, ah, ben, c'est bon de faire des deals avec tout le monde. Donc, il a une réponse un peu ésotérique. C'est comme s'il n'avait pas vraiment compris la question, il n'avait pas vraiment réfléchi aux conséquences, mais son secrétaire au commerce, lui, il a dit qu'il allait y avoir des conséquences, là. OK. C'est sûr, tu sais, bon, on parlait du Venezuela, du Groenland, si maintenant la politique étrangère américaine, c'est
c'est de poser des gestes en fonction de l'intérêt national américain. On s'entend qu'il y a des intérêts nationaux qui sont plus importants que d'autres et qui justifient des actions différentes que d'autres. Hmm. Donc, on parle de pétrole, de terres rares, ça peut justifier l'action militaire. Je pense pas que, parce que les voitures américaines aussi maintenant vont être moins compétitives sur le marché canadien à cause de cette nouvelle-là. Ça va avoir Hmm. des conséquences aussi sur l'industrie automobile américaine. Donc, oui, stratégiquement parlant, il risque d'y avoir des employés dans ce secteur-là aux États-Unis qui pourraient potentiellement perdre leur emploi. Maintenant, on s'entend que en termes d'intérêts nationaux, ce n'est pas la même chose que contrôler le pétrole vénézuélien ou les terres rares du Groenland. Donc, ça ne veut pas dire que Mark Carney va se faire kidnapper la semaine prochaine par un commando de Delta Force là, Hmm. au 24 Sussex, mais il va y avoir une réaction américaine face à cette décision-là de la part du Canada. Hmm. Puis, voilà, maintenant, je Ouais, pense que tu moi, voulais nous parler peut-être ben, si ça fait partie de la nouvelle doctrine Carney, sa alors moi, conception des relations internationales. moi, ce que j'ai écrit cette semaine dans le Devoir, c'est on assistait à la naissance d'une doctrine Carney par rapport à ce que avait imposé Mme Friedland lorsqu'elle a été ministre des Affaires étrangères pendant 3 ans, mais elle avait, pendant tout le gouvernement Trudeau, un œil sur à peu près tous les ministères, dont celui des Affaires Ah étrangères oui. et des relations avec les États-Unis. Et ce que Mme Freeland avait concocté dans ces belles années, c'est que sous l'influence de Biden et d'une certaine pensée libérale américaine, c'est que le monde était divisé en 3 catégories. Il y avait d'abord les démocraties, donc les bons. Il y avait les méchants dans un coin, les autoritaires, de plus en plus nombreux par ailleurs. Et entre les deux, il y avait les mous, les tièdes, ceux qui changeaient de camp selon leurs allégeances politiques, Les, économiques ou autres. les pas fiables. Ouais. Les pas fiables, mais quand même, on pourrait avoir des relations avec ces États-là. Et pour Mme Freeland, il fallait consolider le bloc des démocraties et surtout faire du commerce entre elles. Le friendshoring, je crois que c'était Ouais, c'est l'expression ça l'expression. qui était utilisée dans les discours par d'autres ministres libéraux. Or, comme je le disais, cette idée venait essentiellement de Biden et de son slogan Les démocraties contre les régimes autoritaires. Euh, Même à la fin de son mandat, Biden n'y croyait plus tellement à son slogan démocratie autoritaire, d'autant plus que lorsqu'il devait dresser la liste des invités pour les sommets de la démocratie, il se rendait compte que ses alliés comme l'Égypte et l'Arabie saoudite auraient bien aimé être invités, mais que c'était pas possible. Donc tout ça a fini évidemment en eau Ouais. de boudin. Et il y avait que les Canadiens qui avaient l'air de croire que ça pouvait encore exister, de diviser le monde en 3 catégories. Et ça a été cette politique a été un échec. Pourquoi? Mais parce que en Asie, les puissances sont plutôt autoritaires. J'exclus évidemment le Japon, la Corée du Sud Ouais. et quelques autres, mais disons que les puissances sont plutôt autoritaires. Et ce sont les économies émergentes de demain. Donc, la Chine est peut-être la première économie au monde aujourd'hui, ça dépend comment on calcule. Ouais. L'Inde va l'être dans une dizaine d'années, va être la troisième économie du monde dans une dizaine d'années. Donc, c'est en Asie, avec ses 5 milliards d'habitants, que se construit le monde de demain. Et peut-être que ce monde-là est en train de se construire sans les Occidentaux. C'est comme si aujourd'hui, l'Occident était devenu la périphérie de l'Asie, au même titre qu'il y a 40 ans, c'est l'Asie qui était la Ouais. périphérie du monde occidental. Et je pense que M. Carney a compris ça très rapidement, lui qui est un homme du monde, c'est-à-dire qu'il a voyagé et qui a dirigé des institutions et comprend un peu comment tout cela fonctionne. Et il s'est dit, on ne peut pas rester coupé de ce monde-là. Donc, on a rétabli les relations avec l'Inde malgré l'assassinat
d'un Canadien de religion sikh il y a quelques années. On va rétablir les relations avec la Chine, malgré ce qui s'est passé avec la vice-présidente de Huawei et les deux Michael, Emprisonné parce pendant plus de 1000 jours. emprisonnés pendant plus de 1000 jours. Et donc, on va passer par-dessus ça parce que non seulement l'Asie, c'est l'avenir, mais en même temps, on veut se dégager bien doucement de l'emprise américaine. Et pour s'en dégager, c'est vrai, c'est intéressant d'avoir des relations avec les Européens, mais l'Europe, c'est pas l'économie la plus dynamique au monde actuellement. Et donc, il faut avoir le plus largement possible de relations avec le plus de pays possible. Et c'est ce qui m'a fait dire que Carney est l'auteur d'une doctrine qui est de parler à tout le monde ou à peu près à tout le monde. Peut-être que la Corée du Nord et Puis la l'Iran. Russie, puis l'Iran, ouais. Mais attention, la Russie, c'est en train de changer parce que même Macron a dit il y a 2 semaines, on va parler à la Russie bientôt. Parce que si on veut aboutir à une paix en Ukraine, il faut parler aux acteurs de ce drame. Alors, je pense que c'est ici qu'il y a une rupture entre Justin Trudeau, trait d'union Freeland, et Mark Carney, qui lui est plus terre à terre, moins, comment dirais-je, Ben, il est pragmatique. C'est pas un euh, doctrinaire. plus pragmatique. Il arrête de donner des leçons moins moralisateurs que les discours de Freeland et de Trudeau. Et c'est ce qui fait la différence et peut-être c'est ce qui va nous aider dans l'avenir. C'est ça. Maintenant, il faudra voir la réaction des Américains. Alors Si ça, vraiment ils veulent créer une forteresse Amérique puis empêcher toute forme d'ingérence ou de présence de puissance étrangère ennemie sur le territoire américain, c'est clairement pas une décision qui va faire leur bonheur, là. alors ça c'est la contradiction peut-être de cette doctrine-là, c'est que en même temps que Carney veut multiplier les relations avec le reste du monde. Il est d'accord avec le bouclier antimissile. Il va acheter de l'armement américain. Il va nous intégrer économiquement de plus en plus profondément avec les États-Unis. Donc là, on est face à un dilemme incroyable. Mais ça avait été prévu par Charles Grant dans son livre sur le Canada, hein, Lament for a Nation. Ah oui, c'est ça, il y a pas de sortie Il n'y a possible. pas de sortie. S'imaginer qu'on peut couper les liens économiques avec les Américains, il faut oublier ça, là. Oui, Euh, totalement. Donc, c'est ça, peut-être c'est une façon, derrière les rideaux, de continuer cette forme d'intégration économique, mais par des grands voyages, des discours, la rhétorique, montrer une volonté de diversifier l'économie Voilà. canadienne, d'ouvrir des portes avec d'autres puissances. C'est peut-être ça la stratégie Carney, là. Mais Oui, fondamentalement, ça ne va rien changer au fait que on va demeurer, les États-Unis vont demeurer notre principal partenaire commercial, là. qu'on le veuille ou non. C'est ça. Bon, ben, Ben écoute, ben, voilà, mon cher. merci. Puis, ben, écoute, j'espère que vous avez apprécié l'épisode de cette semaine, le grand retour de 2026. Je crois que la semaine prochaine, ben, c'est peut-être un devoir que je peux donner à certaines personnes. Pour ma part, j'ai l'intention de parler du dernier livre de Dominique de Villepin, Ah oui. ancien premier ministre français qui a été ministre des Affaires étrangères, donc son fameux discours à l'ONU en 2003 où il a officiellement annoncé que la France n'allait pas appuyer les États-Unis dans leur volonté d'envahir l'Irak. Il a écrit un livre il y a quelques mois que j'ai commencé à lire hier soir. C'est extrêmement intéressant. Pour ceux qui s'intéressent à la question des relations internationales, ça s'intitule Le pouvoir de dire non. Mm. Donc, si vous avez l'occasion au cours de la prochaine semaine de le trouver en bibliothèque, de le lire, j'ai l'intention d'en faire une espèce de petite recension, en tout cas d'en discuter avec vous la semaine prochaine. Donc,
entre guillemets, si j'ai un devoir à vous donner cette semaine, ce serait si vous en avez l'occasion, évidemment, de passer au travers ce livre-là. C'est pas très long, c'est à peu près 200 pages. Ça se lit vraiment bien. Donc, puis Justin, ben, va trouver son propre sujet. Je pense que ça sera pas, Oh, ce ne sera pas ça difficile. sera pas difficile, non? Ouais. Donc, ben, écoutez, sur ça, on vous invite à liker le vidéo, à le partager en grand nombre, à en parler à vos amis. Au cours du dernier mois, le nombre d'abonnés a vraiment augmenté de manière assez significative sur la plateforme YouTube. Donc, je suis très content. Donc, il faut que ça continue comme ça. Donc, n'hésitez pas à en parler à vos amis. C'est un rendez-vous hebdomadaire pour ceux et celles qui veulent discuter de relations internationales et d'affaires mondiales. Et sur ce, on vous souhaite une très bonne semaine, puis on vous revoit la semaine prochaine. Au revoir tout le monde.